Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 24 février. Jusqu'à 150 millions de barils, c'est le volume estimé d'un nouveau gisement pétrolier découvert à Adrar, dans le sud algérien, par le groupe pétrolier Sonatrach. Six mois, jour pour jour, le conflit en Ukraine s'enlise, bombardements, crises multiformes et bouleversements régionaux et internationaux, tout un dossier à suivre dans ce journal. Nucléaire iranien, un pas en avant, deux pas en arrière. Téhéran examine en ce moment une réponse américaine transmise via l'Union européenne avant de se prononcer. Et reprise des combats en Éthiopie, gouvernement et rebelles tigréens s'accusent mutuellement de rompre la trêve en dépit de leurs engagements. Le secrétaire général de l'ONU appelle à sa restauration immédiate. Bonsoir à tous. En Algérie, la Compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach vient d'annoncer une importante découverte de pétrole dans la wilaya d'Adrar, un gisement dont le volume atteindrait jusqu'à 150 millions de barils, selon une première estimation. Mohamed Wali Ben Chaban. L'Algérie augmente ses réserves en énergie grâce à une importante découverte de pétrole à la wilaya d'Adrar. L'évaluation préliminaire des volumes de cette découverte donne un volume en place qui peut dépasser les 150 millions de barils, soit environ l'équivalent de 6 mois de production de brut du pays. Dans un communiqué rendu public, la Compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach, annonce la réalisation d'un résultat positif du forage Hassi Latou Est, réalisé dans la wilaya d'Adrar. La même source précise que cette découverte intervient 28 ans après la dernière découverte d'huile à Foukroum réalisée en 1994. La place sur l'échiquier mondial de l'énergie se retrouve renforcée avec cette nouvelle découverte. Sonatrach souligne que ce résultat positif est très encourageant pour la poursuite de l'activité d'exploration des hydrocarbures liquides dans la région afin de garantir l'approvisionnement de la raffinerie d'Adrar. L'Algérie reste un fournisseur fiable d'énergie pour le vieux continent et augmente davantage ses réserves d'hydrocarbures. Avec cette nouvelle découverte, Sonatrach exhibe ses muscles en réalisant la 7e découverte depuis le début de l'année, avec un total de près de 36 découvertes au cours des 2 dernières années, dont 34 découvertes réalisées par Sonatrach elle-même. Et pour évoquer les retombées de cette importante découverte, nous avons Nabil Djemara, expert en économie. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, quelles seraient, selon vous, les conséquences de cette découverte à court et à moyen terme? Bon, les conséquences, c'est des rentrées en plus de devises en Algérie, notamment. Ce qui est bien, c'est que l'Algérie commence à investir dans l'exploration, ce qui a donné des résultats cette année. La dernière fois, c'était 300 000 barils, aujourd'hui 150 000. On commence à atteindre les 50% de la production nationale. Donc, c'est la balance commerciale et la balance des paiements qui va se réjouir. Et on va comme ça, c'est-à-dire la société Sonatrach commence à sortir ses griffes, surtout cette année, parce que ça fait 7 années qu'on a gelé les investissements dans le domaine des hydrocarbures suite à la crise du prix des pétroles pendant 7 ans. Et maintenant, l'Algérie, Sonatrach, relance son investissement en Algérie et les résultats sont là, alhamdoulilah. Donc, tout ça va améliorer la conjoncture économique
et les ratios de gestion de cette société. Et cela, il va de plus en plus vers des rentrées de devises considérables, et ce qui va donner une carte à l'Algérie sur le plan géopolitique. Oui. Justement, j'avais envie de vous poser la question, quel impact cette découverte aura-t-elle notamment sur le marché international? L'impact qu'elle va donner maintenant, les investisseurs, c'est-à-dire les investisseurs étrangers, vont se demander mille et mille fois pourquoi nous n'avons pas investi dans les champs pétroliers algériens, parce que ça fait depuis 7 ans, la Banque mondiale, le FMI, toutes les institutions financières internationales, ils disaient que ce secteur n'est pas rentable pour l'investissement, et ce qui a causé le désinvestissement dans notre pays. Maintenant, alhamdoulilah, on va assister à une relance considérable des capitaux étrangers qui vont venir en Algérie pour l'investissement. Nabil, c'est ce qu'on souhaite en tout cas. Merci. Nabil Juma, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Et en parlant du marché algérien, il est ouvert aux partenaires étrangers. Comme on vient de l'entendre, le ministre algérien des Affaires étrangères, Mtala Mamra, a reçu ce mercredi à Alger son homologue luxembourgeois, Jean Asselborn. Les deux hommes ont abordé plusieurs questions portant notamment sur la coopération bilatérale. Cette visite de travail est également l'occasion d'approfondir les relations bilatérales entre les deux pays avec la signature d'un accord relatif aux services aériens. Pour une coopération aérienne entre le Luxembourg et l'Algérie, je pense que ce serait dans l'intérêt des Luxembourgeois, mais aussi des Français, des Allemands, des Belges qui habitent il y a beaucoup d'Algériens dans notre région. Tous les deux, nous sommes d'accord pour promouvoir le multilatéralisme. Donc, tout ce qui se rapporte au droit international, évidemment à la coopération sur base de la Charte des Nations Unies. La relation algéro-luxembourgeoise est une vieille relation basée sur la confiance. Et nous considérons que le dialogue qui vient d'avoir lieu renforce le partenariat et ancre le dialogue bilatéral sur un socle fort pour être à la hauteur de nos besoins mutuels, basés sur la confiance ainsi que sur la franchise entre nos deux pays amis. Je vous en parlais en titre, cela fait 6 mois, jour pour jour, que la Russie a déclenché son opération spéciale en Ukraine, une intervention militaire motivée par le souci de la Russie de sécuriser ses frontières. Le président russe Vladimir Poutine s'était alors engagé à démilitariser et dénazifier l'Ukraine. 6 mois après, ce conflit est toujours aussi intense et son issue reste incertaine. Karim Bouaziz. C'était il y a 180 jours que les opérations débutèrent sur l'annonce du président russe Vladimir Poutine. Dénazifier l'Ukraine, mais aussi défendre les minorités russes qui résident dans les républiques séparatistes de Lugansk et Donetsk, livrées à l'arbitraire des autorités de Kiev. Pourtant, les accords de Minsk garantissaient leur intégrité, foulés aux pieds par le président Zelensky et autres puissances avec leur rôle d'arbitre dans ces discussions. La goutte d'eau a été également la volonté de Kiev d'entrer dans l'OTAN. Sur le terrain, dès les premiers jours des opérations, des fortes explosions sont entendues dans les alentours de Kiev, ainsi que dans plusieurs villes de l'Est et Sud du pays. Fait rare, l'Union européenne annonce d'emblée la livraison d'armes à l'Ukraine. Dans la foulée, les Occidentaux décident d'enclencher une série de sanctions économiques à l'endroit de la Russie, durcies au fil du temps. Très vite, avec sa supériorité technique et puissance de feu, les troupes russes s'emparent de la quasi-totalité de la région stratégique de Kherson, au sud de l'Ukraine, laquelle devient la première grande ville à tomber aux mains russes. Essentielle surtout pour l'agriculture, mais pas que, puisque la région est stratégique aussi car limitrophe de la Crimée, annexée par Moscou en 2014 aux grandes dames des Occidentaux. Autre événement phare, le siège de Mariupol au sud-est du pays. La mainmise sur ce port stratégique de la mer d'Azov permettrait à Moscou de lier la Crimée annexée aux zones pro-russes du Donbass. Quelques 2500 combattants ukrainiens retranchés dans l'usine d'Azovstal avec 1 millier de civils vont résister jusqu'à la mi-mai avant de se rendre. Sur le front diplomatique, les Occidentaux accusent Moscou de provoquer une crise alimentaire mondiale. Le blocus maritime imposé par la Russie en mer Noire empêche l'Ukraine, un grand exportateur mondial,
d'exporter les quelques 20 millions de tonnes de céréales entreposées dans ces silos. Un accord est finalement conclu le 22 juillet sous l'égide de l'ONU et grâce à une médiation turque. Début août, un premier cargo chargé de 26 000 tonnes de maïs quitte le port ukrainien d'Odessa. Les cruciales exportations de gaz russe vers l'Europe, notamment l'Allemagne et l'Italie, sont en baisse constante. Gazprom a aussi interrompu ses livraisons à plusieurs clients européens qui ont refusé de payer en monnaie russe, le rouble. Le 22 août, Dugina Daria est tué à bord de son véhicule quand celui-ci explose sur une autoroute à une 40aine de kilomètres de Moscou. Journaliste et politologue, elle était la fille d'Alexandre Dugin, conseiller phare du président russe Poutine, qui présente ses condoléances et dénonce un crime ignoble. Les enquêteurs du FSB, service de sécurité russe, soupçonnent à travers les premiers éléments de l'enquête la piste ukrainienne. Et ce mercredi, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a dénoncé devant le Conseil de sécurité la situation qui entoure la centrale nucléaire de Zaporijia. Guterres s'est dit gravement préoccupé par les activités militaires autour de cette centrale nucléaire dans le sud de l'Ukraine à l'occasion des 6 mois depuis le début du conflit. Je reste gravement préoccupé par la situation dans et autour de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, à Zaporijia. Les signaux d'alarme clignotent. Toute action susceptible de mettre en danger l'intégrité physique, la sûreté ou la sécurité de la centrale nucléaire est tout simplement inacceptable. Toute nouvelle escalade de la situation pourrait conduire à l'autodestruction. La sécurité de la centrale doit être assurée et la centrale doit être rétablie en tant qu'infrastructure purement civile. Et le conflit russo-ukrainien suscite aujourd'hui de nombreuses questions. Nous allons essayer de répondre à certaines d'entre elles avec notre invitée, en l'occurrence Karine Béché-Golovko. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes professeur à l'université d'État de Moscou en Russie. Alors première question, où en est aujourd'hui l'intervention russe en Ukraine ? Aujourd'hui, le conflit en Ukraine est à un carrefour. D'un côté, nous avons l'armée russe qui, et comme le ministre de la Défense russe l'a expliqué très justement, avance assez lentement pour la simple et bonne raison qu'elle veut protéger et les infrastructures civiles et les populations civiles, puisque son but et de reconquérir le pays et pas de le détruire. De l'autre côté, nous voyons que la technique mise en avant par le clan atlantiste, les États-Unis et leurs pays satellites, avec le Canada, les pays européens principalement, arrive au maximum de ses possibilités. C'est-à-dire que faire la guerre à la Russie à travers les soldats ukrainiens. Manifestement, ça ne marche pas beaucoup puisque l'armée russe continue à avancer et que c'est une technique qui coûte de plus en plus cher à l'Occident avec des résultats assez réduits puisque parallèlement à l'aide militaire et financière massive qui est apportée à l'Ukraine, les pays occidentaux ont mis en place une véritable guerre des sanctions économiques qui finalement a conduit à la déglobalisation de la Russie, à son renforcement, notamment au renforcement de sa monnaie nationale, et donc lui a permis de s'autonomiser, ce qu'elle n'avait pas prévu de faire avant. Donc actuellement, nous voyons un durcissement du discours des dirigeants européens qui hésitent à passer le pas avec un conflit direct avec la Russie. Ça se voit beaucoup au niveau du discours de Macron, par exemple, ces derniers jours, et avec l'annonce de l'Union européenne qui veut forcer les pays européens à prendre en charge sur leur territoire la formation et l'organisation de l'armée ukrainienne, ce qui en ferait finalement des parties directes au conflit. Karine Béché-Golovko, combien de temps pensez-vous que ce conflit va-t-il encore durer ? Aucune idée, mais il faut très bien comprendre que ça n'est pas un conflit de courte durée. C'est le seul point sur lequel nous pouvons être d'accord avec Joseph Borrell, c'est que nous sommes dans le cadre d'une guerre conventionnelle. Mais cette guerre conventionnelle a commencé bien avant février, elle a commencé en fait en 2004, quand le monde global a commencé à faire la guerre à l'Ukraine en détruisant le système politique ukrainien sous l'égide de l'OSCE, et ensuite en 2014 avec le Maïdan, qui a lancé l'armée contre le peuple ukrainien. À ce moment-là,
la Russie était restée un peu en arrière, aidée, soutenait, mais sans vraiment s'investir. La seule chose est qu'elle a conduit au rattachement de la Crimée, puisque les habitants de Crimée ont absolument voulu se séparer de cette mise en place d'un massacre en Ukraine. Mais jusqu'où cela va aller, pour l'instant, nous ne savons pas. Beaucoup va dépendre aussi de la position des Occidentaux. Karine Bécher-Golovko, dernière question. Quels sont, selon vous, les principaux obstacles qui se dressent au règlement aujourd'hui du conflit russo-ukrainien ? L'obstacle principal est la volonté du clan globaliste, non pas de trouver un compromis, mais de gagner. Et la manière de remporter la victoire, pour eux, c'est de conduire à la capitulation de la Russie. Et nous avons vu les dernières déclarations ces derniers jours suite au sommet virtuel qui s'est passé à Kiev autour de la question de la Crimée, c'est que rien d'autre ne sera accepté sauf la capitulation de la Russie, ce que même la Turquie d'ailleurs a souligné. Très bien. Karine Bécher-Golovko, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université d'État de Moscou. Dans l'actualité également, et concernant l'accord sur le nucléaire iranien, l'Iran a dit avoir reçu une réponse américaine transmise via l'Union européenne. La République islamique d'Iran a affirmé qu'elle analysera cette dernière avant d'y apporter une réponse. Safwan Ben Sabri. À pas de fourmi, l'accord sur le nucléaire iranien semble avancer tant bien que mal. Le ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran a affirmé avoir une proposition d'accord de la part des États-Unis. Il faut rappeler que les États-Unis et l'Iran ne négocient pas directement. Les deux États ont recours à l'Union européenne pour intermédiaire dans les négociations. D'après Washington, l'Iran a fait des concessions dans ses requêtes. Selon un haut responsable américain, l'Iran aurait abandonné les demandes visant à bloquer les inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique, un point névralgique de l'accord, sans lequel les négociations semblaient stagner jusque-là. L'AIEA sera donc en mesure de superviser le programme nucléaire iranien dans les conditions les plus drastiques ayant jamais existé selon certains observateurs. La réponse iranienne devrait donc arriver après analyse du texte final soumis par les États-Unis. Elle sera transmise au coordinateur de l'Union européenne. Les négociations sur le nucléaire iranien, engagées depuis déjà 16 mois, suspendues puis reprises début août, ont pour but de sauver l'accord international conclu en 2015 avec Téhéran par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, en plus de l'Allemagne. Washington s'était alors retiré à la surprise générale en 2018 sous la présidence de Trump. Dans l'actualité de ce mercredi aussi, le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, s'est exprimé à l'occasion d'une visite à Ankara, en Turquie, dans le cadre de discussions avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, une semaine après l'annonce par la Turquie, l'entité sioniste, du rétablissement total de leurs relations. Mahmoud Abbas a notamment dénoncé la poursuite des pratiques agressives de l'occupation sioniste contre le peuple palestinien sur ses terres et ses lieux saints. Nous n'accepterons pas la poursuite de pratiques agressives de l'occupation israélienne contre notre peuple, notre terre et nos lieux saints. Toutes les actions unilatérales sionistes en violation du droit international et des accords signés doivent être arrêtées. Les incursions quotidiennes de l'occupation dans les villes, villages et camps palestiniens, y compris ce qui s'est passé il y a quelques jours avec la fermeture des institutions palestiniennes civiles et dédiées aux droits de l'homme, enflamment la situation. Ce sont des institutions légales qui défendent les droits de l'homme et elles les ont prises d'assaut et les ont considérées comme des organisations terroristes. Comment cela est-ce possible ? L'armée américaine a annoncé ce mercredi qu'elle avait mené des frappes aériennes contre des cibles qui, selon elle, appartenaient à l'Iran dans l'est de la Syrie. Selon un communiqué du commandement central, les forces américaines ont mené des frappes aériennes précises sous la direction du président Joe Biden à Deir ez-Zor.
Je vous en parlais en titre, le ton monte entre les rebelles tigréens et le gouvernement éthiopien. Les combats ont repris dans le nord de l'Éthiopie. Les deux parties s'accusent mutuellement de rompre la trêve en dépit des engagements répétés des deux camps ces 2 derniers mois en faveur de négociations qui n'ont toujours pas commencé. Neila Hamouda. Il semble que la trêve en Éthiopie ne soit d'ores et déjà pas respectée. Un cessez-le-feu qui n'a pas tenu très longtemps. Après 5 mois de répit, les combats reprennent de plus belle. Chaque partie pointe l'autre du doigt. Rebelles tigréens et gouvernement fédéral s'accusent mutuellement de l'avoir violée. Gouvernement comme rebelles font état de combats autour de la pointe sud-est du Tigré, frontalière des régions voisines de l'Amara à l'ouest et de l'Afar à l'est. Les rebelles du Tigré ont d'abord accusé l'armée fédérale éthiopienne d'avoir lancé une offensive de grande échelle contre leur position. Peu de temps après, le gouvernement éthiopien les a accusés au retour d'avoir rompu la trêve. Pour rappel, le gouvernement éthiopien a déclaré jeudi dernier vouloir entamer rapidement des pourparlers en vue d'un cessez-le-feu avec les rebelles de la région du Tigré, mais sous certaines conditions bien établies par le gouvernement fédéral qui refuse toute précondition aux négociations. En conflit armé depuis novembre 2020, gouvernement fédéral et rebelles du Front de libération du peuple du Tigré se disent depuis plusieurs mois prêts à négocier, mais les discussions sont toujours au point mort. Les deux parties divergent sur plusieurs modalités. Et le secrétaire général de l'ONU a réagi à ces troubles. Antonio Guterres s'est dit ce mercredi choqué par la reprise des hostilités en Éthiopie, appelant à la restauration immédiate du cessez-le-feu dans ce pays. Je suis profondément choqué et attristé par les informations faisant part d'une reprise des hostilités en Éthiopie. Les Éthiopiens, les Tigréens, les Amara, les Oromo, les Afar ont déjà trop souffert. J'appelle fermement à la cessation immédiate des hostilités et à la reprise des négociations de paix entre le gouvernement et le Front de libération du peuple du Tigré, tout en garantissant dans le même temps un accès humanitaire total aux populations concernées et le rétablissement des services publics. Ce sera probablement le scrutin le plus serré de l'histoire de l'Angola. 14 millions d'Angolais étaient appelés aux urnes ce mercredi pour élire leurs députés et leurs présidents dans un contexte politique et économique morose. Inès Loureyeb. Le candidat du parti vainqueur aux législatives sera investi chef d'État. Les résultats sont attendus dans quelques jours, un délai qui peut être allongé en cas de contestation. La bataille pour le pouvoir se joue une fois de plus entre le MPLA, le mouvement pour la libération de l'Angola, de João Lourenço, et l'UNITA, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, d'Alberto Costa Jr. Le MPLA gouverne sans partage depuis l'indépendance du pays, mais le jeu semble plus ouvert pour ces élections. Arrivé à la tête de l'UNITA en 2019, Adalberto Costa Jr. a axé sa campagne sur la lutte contre la pauvreté et contre la corruption. Il incarne pour certains cet espoir de changement réclamé par la rue. En face, à la tête du MPLA, João Lourenço, président sortant, se trouve en difficulté. Tout au long de sa campagne, il a mis en avant son bilan économique, mais le développement tant promis n'est pas au rendez-vous. Le pays a longtemps subi les affres de la crise pétrolière de 2016 et celle de la Covid-19. De nombreux Angolais ont confié leurs envies de changement dans ce pays de 33 millions d'habitants, l'un des plus inégalitaires au monde et qui hérite d'une décennie de corruption. Je suis venue pour accomplir mon devoir de citoyenne angolaise, c'est mon devoir, comme je vous le dis. En tant que peuple jeune, nous avons besoin de plus de changements. Nous avons besoin de plus d'Adalbertos pour être le président de l'Angola. Je crois qu'il va vraiment changer ce pays. Nous avons besoin du meilleur. 40% de la population angolaise vit toujours dans l'extrême pauvreté. Ces élections porteront donc un vent d'espoir sur cette ancienne colonie portugaise d'Afrique centrale.
L'Angola, où l'ex-président José Eduardo dos Santos, mort dans une clinique en Espagne le mois dernier et dont la dépouille a été récemment rapatriée, sera enterré dimanche prochain à Luanda, jour de son 80e anniversaire selon le gouvernement. En Somalie, cette fois, le président Hassan Sheikh Mohamed a appelé hier son peuple à se préparer à une guerre totale et sans répit contre le terrorisme, en allusion au groupe terroriste Shebab, affilié à Al-Qaïda. Les déclarations du président somalien interviennent 2 jours après la sanglante attaque d'un hôtel à Mogadiscio, revendiquée par les Shebab, qui a fait au moins 21 morts et 117 blessés selon le ministère de la Santé. Toujours dans l'actualité en Afrique, le Premier ministre burkinabé Albert Ouedraogo a déclaré hier soir que le Burkina Faso se réservait le droit de diversifier ses partenariats, quitte à froisser les partenaires historiques, soulignant qu'il y avait des questions à se poser sur le partenariat avec la France. La France, c'est vrai, c'est le partenaire historique. Oui. Et c'est le premier partenaire, même en termes de chiffres. Mais il faut également donc dire que, comme ce qu'un devancier l'a dit, l'aide doit aider à assassiner l'aide. Et si depuis des années, cette aide, cette coopération n'a pas permis d'assassiner l'aide, il faut se poser des questions. Et je suis tout à fait d'accord qu'effectivement, aujourd'hui, il faut revoir. Parce que il faut également dire que nous, en tant que dirigeants, nous ne pourrons pas continuer à rester sourds, à rester insensibles face à ces revendications. Ouedraogo, qui accordait un entretien à la télévision publique du Burkina Faso, RTB, s'est exprimé sur la situation sécuritaire, la conduite de la transition et la coopération internationale. A par ailleurs confié savoir qui attaque son pays. Nous avons 2 grands groupes donc, qui nous attaquent. Donc, il y a un groupe qui est très actif dans le Sahel et il y a un autre groupe, un deuxième groupe, donc qui est actif un peu à l'intérieur du pays. Alors il faut dire qu'au début de la menace terroriste, les groupes armés terroristes étaient constitués essentiellement d'étrangers. Mais aujourd'hui, nous savons que pour la plupart, ce sont des Burkinabés. Et les étrangers interviennent juste quand il s'agit de certaines actions spécifiques, assez complexes. Voilà. Et les services de renseignement ont pu procéder aujourd'hui à un profilage des terroristes. Donc nous connaissons les profils types de terroristes. Et dernière info de ce journal, au Pakistan, plus de 800 personnes sont mortes depuis juin à cause des fortes pluies de mousson, une catastrophe d'une rare ampleur selon le ministre du Changement climatique qui va faire appel à l'aide internationale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou en vous rendant sur les différents réseaux sociaux de la chaîne. Il vous suffit pour cela de scanner le QR code qui s'affiche en bas de l'écran.